Depuis la fin des années 1990, la création du marché unique, la libéralisation des anciens monopoles publics, le renforcement des politiques d'austérité, l'approfondissement de la financiarisation de l'économie, la réforme de la politique agricole commune, la mise en œuvre généralisée d'un système de marché concurrentiel supervisé par la Commission, la signature de très nombreux traités de libre-échange, et surtout les élargissements de 2004 et 2007, qui ont intégré les pays d'Europe centrale et orientale à l'espace économique européen, et ont contribué à renforcer le dumping social. L'arrivée de ces pays a renforcé la domination de l'Allemagne, ils dépendent de son industrie, et fournissent une main-d'œuvre à bon marché, sans droits sociaux. L'avenir de la France n'est pas dans cette Europe, seule solution le Frexit, avec retour à une monnaie nationale. Les pays dits du cœur de l'Europe, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, sont des monarchies ou républiques, dirigées par des libéraux de centre-droit. Les pays nordiques, Danemark, Suède, Finlande, Norvège, monarchies ou républiques, sont des démocraties libérales participatives, impliquant la société civile. Les pays d'Europe centrale, anciens pays du pacte de Varsovie, récemment intégrés dans l'Europe, sont des pays souvent populistes, religieux, et sans droits sociaux. Les pays dits du Sud, la France en fait partie, qui alternent des gouvernements libéraux ou sociaux-démocrates, sont les grands perdants de cette Europe, car largement désindustrialisée. Il faut démonter cette Europe, qui appauvrit les peuples, et s'engage de plus en plus vers un système centralisé, au service de la finance internationale. Les pays européens du bassin méditerranéen, d'origine gallo-romaine, n'ont rien de commun avec les anglo-saxons, les pays nordiques, et les pays de l'Est. Sortis de cette Europe, ils constituent une force qui pourrait s'orienter vers une union des peuples du pourtour de la Méditerranée. La volonté de sortir de l'Union européenne prend de l'ampleur dans les pays de l'Europe du Sud. Un retrait de l'Espagne, de la France et de l'Italie provoquerait l'explosion de l'UE et la fin de la Grande Europe envisagée par l'Allemagne. Les pays de l'ex-Yougoslavie et l'Albanie n'ont rien à attendre de l'UE, d'ailleurs certains étaient considérés comme indésirables, car peu décidés à entrer dans les critères socio-économiques de l'UE, qui ont écrasé leurs voisins grecs. La Turquie est membre de l'OTAN et du Conseil de l'Europe, allié historique de l'Allemagne, elle est candidate à intégrer l'UE, mais l'orientation État islamiste du pouvoir en place, et des lois contraires aux droits de l'homme, bloquent cette adhésion. Le Moyen-Orient, totalement déstabilisé, lieu de conflits impossibles à résoudre, conflits religieux et territoriaux. L'ingérence des puissances occidentales ne fait qu'aggraver les tensions, dans l'opposition des pays musulmans avec Israël. Les pays du Maghreb, anciens territoires français ou italiens, monarchie ou dictature, lieu de conflits religieux, n'arrivent pas à prendre leur place dans la communauté internationale, pourtant certains ont de bons atouts. Petit tour des capitales. Portugal, 10,116 millions d'habitants, donnant sur l'Atlantique, mais considéré comme un pays méditerranéen. Capitale Lisbonne. Espagne, 47,329 millions d'habitants, pays ouvrant la boucle des pays méditerranéens, monarchie constitutionnelle, confrontée au régionalisme, capitale Madrid. France, notre pays, 65,524 millions d'habitants, seule la partie sud est vraiment méditerranéenne, avec Marseille comme ville principale, mais sa culture et sa langue en font un pays du Sud. Capitale Paris. Italie, 60,031 millions d'habitants, berceau de l'ancien empire romain, et du christianisme, seul pays méditerranéen à posséder des volcans en activité, sa partie sud approche les pays du Maghreb. Capitale Rome. Slovénie, 2,081 millions d'habitants. Premier pays à faire sécession avec la Yougoslavie, membre de l'OTAN et de l'UE, mal ressenti par sa population, capitale Ljubljana. Croatie, 4,076 millions d'habitants, ancien pays de l'ex-Yougoslavie, à la fin de la guerre serbo-croate, la population serbe a quitté le pays, capitale Zagreb. Bosnie-Herzégovine, 3,324 millions d'habitants, les Bosniaques musulmans ont quitté le pays, capitale Sarajevo. Monténégro, 716 000 habitants, capitale Podgorica. Albanie, 2,846 millions d'habitants, depuis la fin du régime communiste, l'église prend une place importante. Capitale Tirana. Grèce, 10,630 millions d'habitants, berceau de la civilisation méditerranéenne, une crise sans précédent a provoqué le départ de 500 000 Grecs, les contraintes drastiques imposées par l'UE ont appauvri la majorité de la population. Capitale Athènes. Turquie, 82 millions d'habitants, le président conservateur Erdogan mène une politique d'islamisation, qui suscite les critiques des milieux laïcs. Les budgets sociaux et de la santé sont réduits, au profit des budgets religieux. Capitale Ankara. Syrie, 7,910 millions d'habitants, les Syriens évoquent une république monarchique pour qualifier la république héréditaire El Assad.
La guerre contre le peuple a provoqué le départ de 6 millions de Syriens. Capitale Damas. Liban 6,849 millions d'habitants, le français y est la langue secondaire après l'arabe, le système politique est fondé sur une répartition du pouvoir proportionnelle au poids de chaque communauté religieuse. Capitale Beyrouth. Palestine, 5,052 millions d'habitants, depuis l'indépendance d'Israël, cette région est en guerre, avec l'État juif, et subit un envahissement de ses territoires, capitale Ramallah. Israël, 8,084 millions d'habitants, lors de son indépendance, l'ancienne colonie britannique a été découpée en 2 États, aujourd'hui Israël occupe une grande partie des territoires palestiniens. Capitale Tel Aviv. L'Égypte, 100 millions d'habitants, la première des grandes civilisations, datant de 3150 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'industrie touristique est encore la première du pays, mais la montée de l'intolérance et de l'extrémisme religieux ne fait qu'aggraver la situation économique et l'instabilité politique du pays. Capitale Le Caire. Libye, 6,679 millions d'habitants, son économie repose très largement sur l'exportation du pétrole, les ingérences étrangères ont conduit le pays à une situation de guerre civile permanente. La capitale Tripoli. Tunisie, 11,900 millions d'habitants, pays dont l'économie est basée sur le tourisme, la corruption a provoqué un soulèvement populaire de grande ampleur, mais les partis islamistes risquent d'en bénéficier. Capitale Tunis. Algérie, 43,620 millions d'habitants, ancien département français, la guerre d'indépendance a laissé une trace amère, dans les relations avec la France, le pays avec le Sahara, dispose d'une grande réserve pétrolière. Capitale Alger. Maroc, 36,030 millions d'habitants, cette monarchie est aujourd'hui un paradis pour les entreprises internationales, qui souhaitent s'y installer et bénéficier d'une main-d'œuvre à bas coût. Capitale Rabat. 20 pays, 515 millions d'habitants. Mais il serait sans doute imprudent de s'aventurer à dresser une liste de valeurs communes aux peuples de la Méditerranée, surtout quand la tendance actuelle est à la recherche de ce qui les oppose. Toutefois, conformément à la conception d'un particularisme méditerranéen, il est souhaitable d'évoquer quelques principes de convergence, qui existent formellement. Particulièrement, le principe qui consiste à aller à la rencontre de l'autre. L'importance de la communauté, de la famille. L'individu méditerranéen n'existe que s'il se fond dans un groupe, que s'il participe à la vie de la communauté. Il serait possible également de s'attarder sur l'art de vivre, la lumière, ou la gastronomie méditerranéenne. Il y a ainsi toute une gamme de codes entre les individus méditerranéens qui facilitent l'échange, la communication et la compréhension. Il serait malheureux de réfuter l'existence de ces éléments de convergence que l'on retrouve ou que l'on aille en Méditerranée. Si les peuples du bassin méditerranéen partagent un socle de valeurs communes, reconnaître la diversité et les différences entre les peuples qui la composent constitue pour autant un préalable à la compréhension mutuelle. La Méditerranée est le lieu de naissance et de diffusion des 3 grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces 3 religions monothéistes, qui se sont diffusées progressivement sur le pourtour méditerranéen, ont structuré et animé en permanence l'espace. Mais leur cohabitation semble impossible et génère des conflits ethniques. L'islam est désigné comme archaïque et expansionniste par les pays occidentaux, le judaïsme a subi un holocauste lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'est pas possible de parler de l'histoire méditerranéenne sans évoquer le colonialisme, surtout quand celui-ci rime avec impérialisme européen. C'est en Méditerranée que la colonisation européenne s'est le plus tardivement propagée, au XIXe et XXe siècle. Et aujourd'hui encore, la présence permanente de forces militaires américaines, britanniques, françaises, russes, turques, aide à envenimer les conflits locaux, notamment au Moyen-Orient. La richesse des ressources naturelles et la diversité des paysages font de la Méditerranée une écorégion exceptionnelle. Pourtant, avec le développement humain et industriel, ce patrimoine environnemental s'érode peu à peu. Malgré les efforts internationaux, déployés depuis près de 30 ans, pour protéger cet écosystème unique, l'espace méditerranéen reste fragile et continue de se détériorer, sous l'effet de pressions croissantes exercées sur l'environnement. Le développement côtier et l'urbanisation sont parmi les principales menaces, et se sont intensifiées ces dernières années. 450 millions de personnes vivent dans le bassin méditerranéen, 40% d'entre elles résidant sur la bande côtière. La région méditerranéenne est l'une des régions touristiques les plus importantes du monde. Elle attire environ 30% du tourisme international.
Le transport maritime est une autre activité économique importante pour la région. Il représente environ 30% de l'activité commerciale maritime internationale et 25% du transport pétrolier maritime. La pêche professionnelle représente une autre activité vitale en Méditerranée, en termes d'emploi, de revenus et de sécurité alimentaire. La pêche récréative représente un secteur important pour certains territoires. L'aquaculture présente des pressions locales plus ou moins fortes en fonction des sites, et son développement, soutenu par de nombreuses politiques publiques, pose des questions en matière d'impact notamment sur le milieu. Avec des grands producteurs tels que l'Algérie, 1,8 million de barils jour, la Libye 432 000 barils jour, et l'Égypte, 723 000 barils jour, l'Afrique du Nord est la région la plus expérimentée en matière pétrolière. En Méditerranée orientale, avec la découverte sous les fonds marins, de quelques-uns des plus importants gisements mondiaux d'hydrocarbures et de gaz naturel. L'Égypte, Israël et le Liban pourraient devenir des pays exportateurs d'énergie, mais cette découverte attise les convoitises des sociétés pétrolières et crée une menace pour l'équilibre écologique. Sur le plan agricole, pour une quinzaine de produits typiquement méditerranéens, le vin, les olives, les agrumes, les primeurs et conserves, les pays méditerranéens sont fournisseurs à 70% de la communauté européenne. Accord du traité de Rome. Selon un groupe d'experts de plusieurs nations, la région méditerranéenne se réchauffe bien plus vite que le reste du monde. Selon ces experts, une augmentation de 2 degrés Celsius à l'échelle mondiale devrait entraîner une baisse d'environ 10 à 15% des précipitations dans le sud de la France. Une hausse généralisée de l'aridité est donc à prévoir. Les périodes de canicule seront bien plus fréquentes. Une augmentation des épisodes de pluie torrentielle est aussi fortement probable. À l'heure où un divorce entre l'Europe latine et l'Union européenne est devenu sinon souhaitable, en tout cas possible, le moment est peut-être venu de pousser le raisonnement jusqu'à imaginer la reconstitution d'un ensemble géopolitique méditerranéen. Plusieurs facteurs de proximité et de complémentarité, sous l'angle à la fois culturel, économique et démographique, permettent de l'envisager. Il y a en particulier le patrimoine historique commun au bassin méditerranéen. L'écologie tout d'abord, qu'il s'agisse de l'impact du changement climatique sur la production viticole, de la désertification saharienne ou sud-espagnole, de la pollution en mer, ou encore, de la disparition croissante de la biodiversité du bassin méditerranéen. Un programme concerté de transition écologique des économies des deux rives devient urgent. L'Union méditerranéenne pourrait par exemple mettre en place entre ses États membres des quotas de production et d'échange en matière agricole, cela même que l'Europe vient d'abandonner. La paix et la progression des droits humains dans le bassin méditerranéen pourraient également constituer un domaine d'action de l'Union. Une légère armée méditerranéenne serait constituée, avec pour principaux contributeurs en armement et en ressources humaines la France, l'Italie et l'Algérie, première puissance militaire de la région, et avec pour financeurs l'ensemble des États membres, chacun à hauteur de sa prospérité. En réalité, il n'y a pas de guerre de religion. Derrière le combat de rapport de force entre communautés se cachent souvent des problèmes économiques ou territoriaux. En Algérie, avant l'indépendance, les 3 religions monothéistes se côtoyaient sans conflit. Les pays d'Europe du Sud, Espagne, France, Italie, Grèce, ont toujours entretenu des relations privilégiées avec les pays musulmans et Israël. Composante spécifiquement économique de l'Union, un plan Marshall pourrait être mis en place, avec pour objectif le co-développement de l'ensemble du bassin méditerranéen. D'un côté, les pays méditerranéens riches ont des capacités élevées d'investissement et de production. Mais leur consommation est stagnante, et leur dette publique est déjà jugée trop élevée par les investisseurs institutionnels actifs sur les marchés des obligations d'État. De l'autre, au contraire, les pays méditerranéens pauvres ou émergents manquent d'investissement, et leurs capacités productives restent encore beaucoup moins développées. Mais leurs besoins de consommation non satisfaits sont très forts, et leur dette publique est jugée faible. Le décollage économique massif des pays pauvres et émergents du bassin méditerranéen aurait pour conséquence mécanique de réguler paisiblement les flux migratoires. Au sein de l'Union méditerranéenne, sans doute serait-il donc plus sage de laisser aux membres de l'euro du Sud d'une part, et à chacun des autres États membres méditerranéens d'autre part, leur souveraineté monétaire respective. Il faudrait donc que l'Union méditerranéenne soit quant à elle foncièrement intergouvernementale. Elle aurait tout simplement pour organe décisionnel unique, un conseil des chefs d'État et de gouvernement. En réalité, cette idée n'est pas plus utopique que de rêver d'un marché commun des pays d'Europe occidentale. Les obstacles ne sont pas plus insurmontables que ceux qu'il y avait à réussir la réconciliation franco-allemande, après 3 grandes guerres, en l'espace de 70 ans. La seule nécessité absolue est que cette union s'appuie sur les peuples, plus que sur les gouvernants en place.